Ma question s'adresse en fait aux trois orateurs. Il y a un article du Monde il y a une semaine qui fait état du danger extrême de cette technique pour le développement du bioterrorisme, donc de pouvoir modifier des... alors, effectivement, le rapport français dit c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait un danger. Mais je veux savoir si l'Académie des sciences a effectivement une position sur l'augmentation du danger de terrorisme dû au CRISPR-Cas9. Je vais donner la parole à Antoine Danchin, qui fait partie du comité qui a publié ce rapport. Le rapport avait deux parties, une sur la technologie CRISPR-Cas9 et une sur la biologie synthétique. Antoine, tu peux répondre ? Oui, nous avons évalué les dangers possibles des nouvelles techniques de réécriture des génomes. Et en faisant une analyse soigneuse, on se rend compte que les techniques de réécriture utilisant des méthodes du genre CRISPR-Cas9 ne seraient en fait dangereuses que pour des états voyous, c'est-à-dire des endroits qui seraient lourdement équipés. En revanche, les dangers directs liés à cette technique seraient plus liés à la publicité, c'est-à-dire au fait que, comme on en parle beaucoup, quelques personnes voudraient s'essayer à faire des choses un peu farfelues. En revanche, ce qui nous a paru très dangereux est la synthèse chimique des gènes et des génomes, parce que là, c'est devenu très facile, et l'idée étant que ce qui est dangereux n'est pas d'imaginer un monstre de Frankenstein, mais tout simplement de reprendre ce que la nature sait faire. Donc le danger principal, à notre avis, est la réécriture des génomes de façon synthétique en copiant exactement la nature. Si vous refaites exactement le virus de la variole, vous pouvez avoir des taux de mortalité de l'ordre de 75%. Oui. Merci. Autre question ? Oui, en fait, moi, ma question, elle a probablement plus sa place dans la conférence précédente sur les animaux, mais elle aura aussi sa place, je pense, dans le futur au niveau de l'humain. On parle d'éthique, mais est-ce que l'éthique ne se pose pas quand, en fait, c'est l'économie qui décide un peu, par exemple, pour les animaux sans cornes, les bovins sans cornes, on est en train d'adapter les animaux à un environnement plutôt que d'adapter les conditions d'environnement au bien-être de l'animal. Et est-ce qu'on y arrivera aussi pour l'humain ? Qu'est-ce qui va se porter garant ? Qu'est-ce qui nous protège que ce n'est pas des lobbying économiques qui vont prendre ces décisions sur la valeur éthique de ce qu'on est en train de faire, quoi. Jean-Paul Renard. Oui. Vous allez peut-être la regarder éventuellement. Oui, sur l'exemple que vous citez, bon, il peut y avoir ce risque, mais c'est quand même un cas très précis dans lequel il y a des mutants naturels et les animaux, par la voie mâle, ce gène mutant naturel a été introgressé dans des populations. Alors j'ai dit qu'il y avait 2 mutations naturelles qui avaient été trouvées, surtout dans des animaux de race à viande. Et là, l'objectif, il est donc où ce gène mutant existe. Il y a race laitière, excusez-moi, où il y a beaucoup d'animaux sans cornes. Mais là, la question, c'est de l'introgresser dans une population animale de race à viande, donc d'utiliser ce processus naturel, ce processus d'introgression qui sert de témoin, mais pour aller plus vite, donc c'est vrai qu'il y a un enjeu économique, de voir de l'utiliser, mais si la situation rend possible une comparaison avec une population témoin qui est celle des animaux où l'introgression a été faite par la voie de génétique classique. Donc dans ce cas précis, votre question c'est plutôt les risques. Est-ce que, comme cette situation le permet, est-ce qu'effectivement ces risques sont pris en compte ? Et ça c'est une question qui est importante à poser. Et, alors je ne l'ai pas posée, mais elle peut être posée de cette façon-là, en disant vous avez une situation contrôle, est-ce que vous pouvez l'engager pour pouvoir effectivement répondre à votre question, pour ce cas précis ? Il y a une question là-bas à droite, monsieur. Oui, Claude Follon, moi je suis dans le secteur horticole. Je voudrais savoir en ce qui concerne les embryons animaux,
par rapport aux OGM, aux PGM? Est-ce qu'en communication ça passe mieux? Quelles sont les barrières? Est-ce qu'il y a une barrière sociétale qui est plus forte? Moi, c'est l'homme. Hein. Oui. Donc, pour les embryons animaux sont utilisés dans certaines populations, alors je prends le cas des bovins ou les porcs, de façon assez importante, les embryons animaux. Donc jusqu'à maintenant, ils sont utilisés pour multiplier des descendances pour le progrès génétique. Il n'y a pas encore, alors en France, d'intervention, c'est celle que j'évoquais, d'intervention de CRISPR-Cas9 par les embryons pour avoir des modifications sur les descendants. Pas encore. La situation pour les éleveurs est la même que celle du public, c'est-à-dire une très grande réticence et méfiance, si ce n'est une opposition, à l'utilisation de modifications génétiques directement par les embryons. Autrement dit, ce n'est pas parce que les embryons sont utilisés que le fait de les utiliser induit une réponse positive aux pratiques qui commencent à être mises en œuvre de l'autre côté des États-Unis. D'autres commentaires? Est-ce que nos trois intervenants voudraient faire des commentaires finaux? Écoutez, si vous me faites commencer, c'est pas très chic parce que mon commentaire final, c'est qu'il faut refaire une réunion régulière sur ce type de sujet. C'est un sujet qui évolue à toute allure. C'est pas parce qu'on a aujourd'hui, je dirais, une certaine idée, une certaine information. Je pense que c'est important d'avoir régulièrement une mise au point sur justement les questions techniques que vous posiez au début et puis voir comment la société évolue. Je crois qu'on l'a bien vu entre la désir de moratoire de certains en 2015 et l'évolution des idées en 2017. Oui. Et tout à l'heure, on discutait le fait qu'on va fêter les 30 ans d'Oviedo, c'est ça, 20 ans. Donc peut-être qu'il y aura l'occasion de faire une réunion comme ça. Il y a une question là ou un commentaire derrière. Oui, comme je trouvais la discussion extrêmement riche, mais justement à cause de ça peut-être incomplète, s'il y a d'autres réunions, j'aimerais bien qu'on examine l'économie de ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une différence assez sensible entre l'économie dans les végétaux, dans les animaux et dans la médecine. Et que ce gradient qu'il y a entre les trois correspond aussi à des différences de pression éthique. Et je crois que ce serait intéressant d'examiner dans quelle mesure il peut y avoir une contamination des végétaux vers les animaux et des animaux vers les hommes. Surtout qu'on a déjà des chiffres sur l'énorme inégalité. Au passage, que ce type de technologie, je n'ai pas voulu rentrer dans cette question, mais comment voit-on les choses en Orient et en Occident? C'est un pays en voie de développement par rapport à un pays occidentalisé, et même à l'intérieur d'un pays occidentalisé. En gros, une thérapie génique, j'ai lu ça, ça coûte comme celle, enfin le total, c'est en gros 1 million d'euros. Une thérapeutique par quarté, il nous a été dit, c'est sans doute un chiffre minimisé, de l'ordre de 50 000 à 100 000. Mais d'un autre côté, c'est pour ça que l'économie, il faut la voir de façon systémique. Vous allez éviter un certain nombre d'effets, le handicap, le traitement du handicap, les malades qui devront être suivis régulièrement et avec un coût énorme. Donc c'est une question fondamentale et qui nécessiterait d'avoir peut-être une interaction avec l'Académie des sciences morales et politiques. Très volontiers. Bon, alors tout d'un coup, là, il y a d'autres questions. Guylain de Marcilly, puis après peut-être Jean-Paul Renard et Georges Pelletier. Oui. Guylain. Oui, Pierre Corvol, tu as dit tout à l'heure que les religions avaient sur ces questions des points de vue totalement différents. Ce serait intéressant que tu nous précises un petit peu quelles sont les différences entre les différentes religions. Alors oui, mais moi je connais la mienne. Je connais moins bien la religion musulmane, donc je ne vous dis pas la mienne. Et les autres. Donc, non, c'est vrai que dans la religion juive, par exemple, de ce que j'ai lu, la possibilité de modifier l'homme, de modifier et de faire en sorte que l'homme soit, en quelque sorte, plus à même d'être bien portant, d'être bien... c'est quelque chose qui est plus accepté que la religion catholique, où clairement la modification
de l'homme est quelque chose qui est a priori et formellement interdite. Modification génique, hein, j'entends, la modification structurelle, la modification germinale. Donc je pense qu'il peut y avoir, mais ça c'est à étudier. C'est pareil que pour l'économie. Je ne donne qu'une réponse extraordinairement superficielle. Et je ne parle pas des autres religions musulmanes ou bouddhistes. Donc j'ai lu pareil. Alors ce que je crains, voilà ce que je crains, c'est que, et ça rejoint une discussion que j'ai vue avec Anne Cheng, qui est professeure de littérature chinoise au Collège de France, qui a attiré mon attention sur la manière dont Confucius était instrumentalisé. Et justement, j'ai lu, pour répondre aussi à cette question sur l'éthique chinoise, que certains Chinois mettent en avant le fait que, entre guillemets, Confucius dit que un être n'existe qu'à partir du moment où il a un certain degré de formation, mais sûrement pas au niveau du fœtus. N'oubliez pas que saint Thomas d'Aquin voyait l'embryon jusqu'à 40 jours pour l'homme, et si je ne m'abuse, 80 jours, il en faut un peu plus pour la femme. C'est vrai, il y a des gros débats. Et donc, mais Hippocrate, médecin, voyait l'homme en devenir dans le zygote, en tout cas dans l'embryon. Donc, c'est pour ça que je suis que trop superficiel, mais c'est un vrai sujet. On ne peut pas aborder une question comme ça. C'est pour ça que j'ai dit d'emblée, je ne voulais pas trop parler du statut ontologique, légal, éthique et politique de l'embryon humain. C'est une question qui, à mon avis, est fondamentale, mais qui ne peut pas trop interférer ici, sinon on est perdu, quoi. Bon, on va peut-être donner la parole à Jean-Paul Renard et Georges Pelletier pour conclure, peut-être. Ou en tout cas nous dire vos dernières phrases. C'est juste un point donc, sur l'embryon. Je souscris tout à fait, non pas pour... La discussion, elle est tellement importante, elle dure depuis tellement longtemps que c'est une question qui ne doit être présente, mais pas être mise en avant, ça va. Par contre, sur les aspects économiques, je pense qu'avec les... Alors non pas les animaux d'élevage, mais avec ce qui se fait en élevage, c'est-à-dire avec les chercheurs qui sont impliqués dans la génétique quantitative et qui se posent ces questions encore théoriquement pour avancer, et puis des coopératives d'élevage, ou plutôt leur union, qui eux aussi se la posent, et d'un point de vue qui est différent, mais en même temps ouvert, c'est-à-dire ce n'est pas des compagnies privées. Cette question pourrait être en amont documentée, à condition de la présenter comme telle, peut-être dans un travail académique, c'est-à-dire c'est un peu dégager du hors-sol, quoi, pour réfléchir en avant, mais savoir comment l'économie peut participer dans les questions éthiques qui sont posées est quelque chose qui est important, surtout pour les animaux d'élevage et à traiter selon les espèces. Il y a les bovins, le porc et les poulets qui sont en train d'évoluer très rapidement avec l'utilisation de cette technique. Donc c'est peut-être ça qui pourrait de façon très précise faire l'objet d'un travail interacadémique dans ce plus vaste sujet de réécriture. Merci Jean-Paul, merci beaucoup. Georges Pelletier. Oui, pour ce qui concerne les plantes, il ne faut pas oublier qu'il y a une différence d'échelle entre l'homme, où l'on traite des individus, les animaux, où l'on traite des populations qui sont elles-mêmes les populations qui sont utilisées, et les plantes pour lesquelles le travail dont on a parlé a des conséquences plus importantes sur l'économie, dans la mesure où tout simplement le taux de multiplication des plantes est beaucoup plus important que le taux de multiplication des troupeaux. Donc l'action qu'on a sur les semences a des répercussions proportionnellement beaucoup plus importantes au niveau de l'économie. Je pense que c'est là qu'on se rejoint, c'est d'étudier, de voir quelles sont les conséquences à ce niveau économique d'une action ou d'une inaction. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est le moment de conclure. Merci beaucoup d'être venu et d'être intervenu.